Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Émile Jalley, ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de philosophie, psychologue diplômé d'État, professeur émérite de psychologie clinique et d'épistémologie à l'Université Paris-Nord. Principale publication. Livre. Wallon lecteur de Freud et Piaget, Paris Éditions Sociales, 1981. Wallon, La vie mentale, présentation, Paris Éditions Sociales, 1982. Henri Wallon, Psychologie et dialectique, avec El Mori, présentation, Paris Messidor, 1990. Atlas de la psychologie, H. Benech, direction de traduction de l'allemand avec augmentation, Paris, livre de poche, 1995. Dictionnaire de la psychologie, W.D. Fröhlich, direction de traduction de l'allemand, Paris, livre de poche, 1997. Psychanalyse, psychologie clinique et psychopathologie, In psychologie clinique et psychopathologie, R. Samarer École, Paris, Bréal, 1998. Freud Wallon Lacan. L'enfant au miroir, Paris Eppel, 1998. La crise de la psychologie à l'université en France, Thomel, Origine et déterminisme, tome 2, État des lieux depuis 1990, Paris L'Harmattan 2004. La psychanalyse et la psychologie aujourd'hui en France, Paris Vuibert 2006. Wallon et Piaget. Pour une critique de la psychologie contemporaine, Paris L'Harmattan 2006. La guerre des psys continue. La psychanalyse française en lutte, Paris Ibidem 2007. Critique de la raison en psychologie. La psychologie scientifique est-elle une science ? Ibidem 2007. La guerre de la psychanalyse. Hier, aujourd'hui, demain, Ibidem 2008. La guerre de la psychanalyse. Le Front européen, Ibidem 2008. Un franc-comtois à Paris. Un berger du Jura devenu universitaire, Ibidem 2010. Intervention 2008 à 2010 sur la crise de la psychanalyse et de la psychologie, Ibidem 2010. Anti-Onfray 1, Anti-Onfray 2, Anti-Onfray 3, Ibidem 2010. Encyclopédie. Wallon Henri, Encyclopædia Universalis, tome 18, Paris 1985. Wilfred Bion, Ibidem, tome 4, 1989. Concept d'opposition, Ibidem, tome 16, 1989. Psychanalyse et concept d'opposition, Ibidem, tome 19, 1989. Psychologie génétique, Ibidem, tome 19, 1989. Les stades du développement en psychologie de l'enfant et en psychanalyse, Ibidem, Symposium, 1989. Les grandes orientations de la psychologie actuelle, Encyclopédie médico-chirurgicale, Paris, Editions Techniques, 1989. Psychologie clinique, en collaboration, Ibidem, 1991. La psychologie moderne, Encyclopédie Clarté, Paris, Editions Clarté, 1996. Wallon Henri 1879 à 1962. Encyclopédie philosophique universelle. Dictionnaire, Paris, Presse universitaire de France. 1992. Articles divers. Le thème du miroir dans l'histoire de la philosophie, Lune Bévue, Paris Eppel, numéro 14, hiver 1999. Données pour un panorama bref, partiel et provisoire de la structure institutionnelle de la psychologie française aujourd'hui. Psychologie clinique, Paris L'Harmattan numéro 11,2001, pp 185 am 217. État de la psychologie en France. Déontologie, publication, gestion des carrières, le journal des psychologues, numéro 184, février 2001, pp 14 à 18. La psychologie, une science fondée sur l'éthique. Ibidem numéro 188, juin 2001, pp 8 à 9. La psychologie est-elle en crise ? Ibidem numéro 213, décembre 2003 JANV. 204, pp 10 à 15. Le retour de Wallon et Piaget Ibidem numéro 244, février 2007, pp 58 à 63. Pour Pierre Jalley, notre fils. Bénédicte Jalleymeurisse, mon épouse. Et Gisèle Ponchardbonnard, ma mère.
En hommage aussi à mes deux psychanalystes. Madame le docteur Annie Cordier. Et monsieur le docteur Jean Gilibert. Bientôt seront tous morts ceux qui savaient de quoi il est question. Philippe Solers, France Culture du 1er août 2010. Illustration de couverture. Georges Philibert Charles Marronnier, 1865 à 1933. Fête de l'armistice dans les ruines de Cambrai en 1918. Pour communication avec l'auteur, et aussi son éditeur. Emile.jallet@wanadoo.fr, tel fax 01 43 50 84 80 09 72 95 08 00 06 74 01 21 65. L'Harmattan 5 à 7, rue de l'École Polytechnique 75 005 Paris, tel 01 40 46 79 20, fax 01 43 25 82 03, CCP 23 625, 44 N Paris, http://www.editions-harmattan.fr. Madame Marie-Anne Elian, 01 40 46 79 23, fax 01 43 25 82 03, marie-anne.elian@harmattan.fr. Émile Jallet, Google, à la page.com, amazon.fr. chapitre.com. Introduction. En présentant mon dernier livre paru en 2008 sur la guerre de la psychanalyse, j'annonçais de bonne foi la fin de mes travaux, bien résolu à lever la plume pour mieux regarder passer l'air du temps, par exemple, comme dit Hegel, en pratiquant en guise de prière hebdomadaire, lui disait quotidienne, la lecture des journaux pour en conclure avec résignation que ce que l'on peut y lire, c'est ainsi. Et est so comme ce grand homme le disait encore à propos justement de hier du temps, de esprit du temps, Gestzeit-Herder. Oui. Mais il y a que l'esprit du temps n'est pas simple, n'est pas une chose qui se laisse regarder simplement, au moins pour quelqu'un qui a parcouru ce long trajet, ce calvaire de l'esprit, agi par la patience et le travail du négatif. 1. De ma critique générale de la psychologie contemporaine, chapitre 1, mené du point de vue de la psychanalyse, y compris la critique de la psychanalyse elle-même a donné à cette démarche critique. J'avais toujours adopté deux principes dans le cours de mes travaux entre 2004 et 2008, principes qui valent ce qu'ils valent, mais en tout cas m'ont toujours semblé donner une certaine cohérence à ma démarche d'ensemble. Tout d'abord, ne pas me répéter, ne pas reprendre ce que j'ai déjà dit, écrit, sinon pensé, au moins autant que possible, ou alors quand cela arrive. La question de la représentation inversée des cliniciens dans les deux espaces intra- ou extra-universitaires comme celle aussi des deux CNU, le faire d'une manière différente, amplifiante, renouvelée, donc en variant l'expression sinon la perspective selon le principe du cercle de cercle, ou si vous voulez de la spirale, Hegel, Sismondi, Marx, Lénine, Wallon, Piaget, ou à l'apostrophe. On revient au-dessus de même lieu, mais pas au même endroit. Je m'aperçois que je cite beaucoup Hegel, je n'y peux rien, il se trouve que c'est lui, surtout lui, ce pourrait être quelqu'un d'autre, qui me permet de mieux ramer de l'ouest vers l'est, de retrouver le génie de l'Europe en agitant mon mouchoir pour m'éloigner de la banquise états-unienne. Car c'est ce qu'il faut, ce qu'il nous faudrait d'abord, pour qui au moins s'occupe de la question à deux faces, comme la pièce de monnaie, de la psychologie et la psychanalyse, ou pardon mieux, de la psychanalyse et la psychologie. En suivant ce principe, il est naturel que l'on retrouve aussi l'un des vieux procédés de la méthode de Descartes, du moins quand on a le moindre sens de l'ordre, par exemple celui de la ménagère auprès de qui on peut beaucoup apprendre, et qui est d'aller du simple vers le compliqué, du plus facile vers le plus difficile. Or, en développant de manière patiente, laborieuse et progressive ma critique de la psychologie à partir du point de vue de la psychanalyse, je me suis peu à peu trouvé embarqué vers des questions de plus en plus compliquées, des points de vue conjoints méthodologiques, épistémologiques et philosophiques. D'abord critique des aspects institutionnels des apostrophes, une discipline universitaire comme aussi de son cadre universitaire plus vaste, puis critique des contenus scientifiques de cette discipline, puis critique de la prétention de cette discipline à être une science, critique enfin du concept moderne de la science. D'aucuns diront que je ne me mouche pas du pied, que même la tête me tourne, et iront jusqu'à dénoncer de la part d'un obscur et vieil universitaire une prétention à la limite du supportable. Mais on supporte tellement de choses aujourd'hui et tellement plus insupportables, directement nocives au surplus à la vie publique comme à l'existence quotidienne de tout un chacun. En ce qui me concerne,
J'ai parfois utilisé des comparaisons hasardeuses. Ascension hivernale de l'Everest en solo, démontage de la tour Eiffel du cognitivisme, qui en tout cas ne font de mal à personne quitte à ce que celui qui les utilise éventuellement tombe un jour dans le vide, dans son propre vide, la tête la première. J'ai été entraîné vers ces objets les plus difficiles dont je viens de parler par un certain nombre d'invitations à des conférences, à Chambéry en mars, au Mans en octobre 2009, enfin à Strasbourg en avril 2010. Il faut dire qu'on ne m'invite pas très souvent. Mais chaque fois, je cherche une question nouvelle à traiter, dont je n'ai pas encore osé tout à fait parler, et j'y produis un texte que je déclare au public en me mettant dans la situation physique et mentale d'être quelque chose comme un acteur sur la scène de feu la Comédie Française, ou mieux encore un philosophe renommé ayant illustré une grande chaire, Kant à Königsberg, Fichte et Hegel à Berlin, Bergson et Merleau-Ponty au Collège de France. Que l'on ne pense pas que je me prenne à ce point réellement au sérieux, ce n'est rien qu'un jeu d'acteur, mais dont je sais par expérience personnelle qu'il produit comme par magie l'effet singulier quand on s'y prépare d'avance et qu'on s'y investit le moment venu, d'aboutir à un texte insolite, qui a de la tenue, et qui bien souvent en prime comporte une dimension particulière de créativité, un peu comme la beauté, dit Aristote, vient en excédent en plus-value, Überwert dit Marx, à la jeunesse. À condition évidemment d'avoir depuis longtemps et beaucoup travaillé sur les questions dont on traite et d'autres associées à celles-ci de plus ou moins loin, de proche en proche, comme sur une marqueterie ou un puzzle. Alors les morceaux du puzzle se rapprochent et s'ajustent les uns aux autres. Je m'efforce de produire un discours très clair, sans jargon mais très tendu, sans mots ni phrases inutiles. Je sais qu'avec 8 pages, j'en ai environ pour 3/4 d'heure. La lecture parlée, le discours lu de ce texte, parlé en faisant semblant de ne pas lire, Bergson, produit sur le public, en général assez petit, 30 à 50 personnes, un certain effet, celui d'un revenant de retour dans le présent pour y annoncer des choses encore jamais dites. Mon style oratoire semble venu d'un autre monde. De fait, je ne supporte plus, je n'ai jamais supporté le genre élocutif d'après 68. Col ouvert de la chemise blanche et sans cravate, on voit qui je veux dire, paroles improvisées sans notes, entrecoupées de E, eh bien, par contre. Ah, ce par contre. Par la suite, une fois rentré chez moi, recevant des courriels, des associations nouvelles arrivent autour de ce texte, que je retravaille et réécris jusqu'à ce que, parti d'une dizaine de pages, il arrive jusqu'à 25 ou 30, mais pas toujours. Cela dépend de la question traitée. Il y a des textes que je laisse courts, ceux qui me viennent d'un travail personnel précis, chapitre 8, le thème du négatif, chapitre 9, Ignace de Loyola, ou éventuellement d'une conversation avec quelqu'un sur un sujet plus local, chapitre 2, la maladie de l'université. Le tome 1 de nos interventions 2008 à 2010 sur la crise de la psychologie et de la psychanalyse commence par un chapitre 1 consacré à l'exposé des propositions fondamentales que j'ai été amené à soutenir, au nombre de 89, développés par moi dans mes 14 ouvrages parus entre 2004 et 2010, voués à l'entreprise des apostrophes. Une critique générale de la psychologie scientifique et des neurosciences contemporaines, menée en vue d'une défense argumentée de l'importance de la psychanalyse dans les sciences humaines et la culture française et européenne. Un second principe que j'observe en travaillant, c'est d'associer autant que possible, dans le projet d'un ouvrage qui finit par grossir avec le temps, des questions historiques anciennes avec des questions d'actualité, tome 1, chapitres 2 à 11 et conclusion. Il en résulte d'après mon expérience des effets de nouveauté dans l'un et l'autre champ, qui de cette manière se fécondent l'un par l'autre. Le présent éclairant le passé, et vice-versa, comme il est banal que cela arrive, à condition de savoir surfer ou skier en neige profonde comme on voudra, dans l'une et l'autre dimension, ce qui encore une fois n'est pas uniquement une question de talent mais s'apprend par un long entraînement. En dehors donc de ce chapitre 1 consacré à la présentation de nos résultats fondamentaux de notre recherche depuis 2004, le reste de ce tome 1 est consacré à l'exposé et à la discussion de diverses questions d'actualité, mêlées à des questions d'ordre historique, sises donc dans une dimension plus reculée. Ces questions d'actualité, de registres et de lieux variés, sont au nombre de 5. Hormis une qui est échue dans le tome 2. Il s'agit bien quant à cette dernière, s'ajoutant à cette liste de 5 dont le traitement achève de premier tome de nos interventions 2008 à 2010, d'une question d'actualité également, et même d'une grande urgence, mais d'un volume plus encombrant. Il s'agit, donc traité à part dans le tome 2,
de l'importante question de l'évaluation des enseignants-chercheurs, qui a été très discutée vers la fin de l'année 2009 et le début de l'année 2010, à l'occasion de la parution de la nouvelle liste des supports de publication proposés par l'ARS. Elle est une question spécifique et qui s'est imposée à nous comme réclamant un traitement aussi long qu'indépendant. Mais revenons à notre premier tome. La première question d'actualité traitée dans le tome 1 concerne la maladie de l'université. Tome 1, chapitre 2, sujet que nous avons souvent abordé, mais à propos duquel sont présentés ici des aspects nouveaux et jusqu'ici jamais encore évoqués. La deuxième question d'actualité touche la parution de l'Appel des appels publié à l'automne 2009 par Roland Gory-École, ouvrage dont l'analyse attentive a été aussi pour moi le prétexte à développer un ensemble de considérations d'apparence connexe, mais en liaison essentielle selon moi avec le premier sujet, sur une France couverte de crimes, un passé qui ne passe pas, et des propos sur la guerre, en particulier d'Algérie, tome 1, chapitres 3 et 4. Un troisième sujet d'actualité intéresse une brève présentation de la psychologie française aux collègues belges. Tome 1, chapitre 5. Une quatrième question d'actualité concerne le problème de la psychologie à l'école normale supérieure. Tome 1, chapitre 6, où le développement d'un département de sciences cognitives pourrait sembler avoir évincé complètement tout intérêt pour une autre espèce de psychologie, jadis représentée dans cet établissement de façon beaucoup plus consistante. Une cinquième et dernière question actuelle touche la perspective de 2 CNU enfin admises par le dernier congrès tenu en juin 2009 du Syndicat national des psychologues, tome 1, conclusion. Il ne s'agit ni plus moins que de la reconnaissance d'un partage égal au plan des rôles et des espaces, et ce sur le triple plan universitaire, scientifique et institutionnel, entre la psychologie à visée scientifique et la psychanalyse. Les questions non directement centrées sur l'actualité directe mais concernant l'histoire de la psychanalyse et de la psychologie sont présentées dans 3 chapitres du tome 1. Un chapitre 7 sur les antécédents philosophiques de la psychanalyse et de la psychologie complète le travail déjà largement entrepris sur le même sujet dans le volume 1 de la guerre de la psychanalyse, 2008, en présentant un certain nombre de données qui avaient alors été omises sur l'Antiquité grecque et latine, Israël, l'Égypte, la Chine et l'Inde, les débuts du XVIIe siècle, le XVIIIe et XIXe siècle. On peut y suivre les traces d'une véritable pensée de la contradiction, de la conflictualité intra-formation, Kant, Hegel, Marx, Freud, où s'anticiperait de façon déjà très consistante l'esprit de la psychologie clinique moderne. Le chapitre 8 sur le thème du négatif dans la pensée freudienne et la tradition des philosophies du néant présente un fil idéologique continu s'étendant de la philosophie hébraïque ancienne à travers tout le Moyen-Âge et la période moderne jusqu'à la naissance de la psychanalyse, compte tenu également de vues originales sur la dissension entre Abel et Caïn au sein de ce qu'il y a lieu de qualifier comme un véritable creuset de culture judéo-germanique, se formant entre la Kabbale médiévale et la période romantique. Ces vues, bien que solidement fondées, sont encore très peu répandues. Un chapitre 9 sur Ignace de Loyola, précurseur de Descartes et de la dialectique moderne, présente des idées tout aussi inédites sur nos antécédents modernes, à propos aussi bien de la psychologie clinique que de la gestion pédagogique des activités mentales. S'y ajoute à la fin du tome 1 2 chapitres, 10 et 11, de correspondances échangées entre moi-même et le public intéressé par mes travaux, dans la période allant de l'automne 2008 à l'automne 2009, puis la transition de l'année 2009 à l'année 2010. Quitte à ce qu'on puisse s'étonner de me voir publier des correspondances, je ferai observer que je rédige par habitude et par principe, avec un grand soin les réponses au courrier sérieux qui me parvient quant aux disciplines psychologiques. Il s'agit pour moi d'un mode d'écriture qui la plupart du temps résume, et même souvent prépare mon écriture de recherche proprement dite. En dehors de ces 2 chapitres 10 et 11 du tome 1, un second train de correspondance s'est imposé à moi, dès le début de l'année 2010 avec le corps des réactions, d'importance plutôt massive, bien plus qu'à l'habitude, de mes lecteurs, tome 2, chapitres 7, 8, 9, au texte d'abord communiqué sur le web touchant la police de l'administration scientifique, paru en décembre 2009, tome 2, chapitres 5 et 6. Il s'agit donc de la très importante question de l'évaluation des enseignants-chercheurs en psychologie, liée aux activités de l'ARS, Agence d'évaluation de l'enseignement et de la recherche universitaire.
Chapitre 1. Proposition de base. Présentation sommaire d'une critique générale de la psychologie contemporaine. Rédigé en janvier 2009 et paru sous une forme abrégée dans le Journal des psychologues numéro 268 juin 2009, pp. 72 à 77. Émile Jalley, né en 1935, professeur émérite de psychologie clinique et d'épistémologie à l'Université Paris-Nord, a poursuivi à travers 7 ouvrages, 8 volumes, parus entre 2004 et 2008, la tâche jusqu'ici sans précédent d'une critique des apostrophes. Ensemble des disciplines psychologiques modernes, entreprise qui, au-delà de sa finalité intrinsèque, devrait permettre de donner un sens particulier à la réévaluation en cours de la psychanalyse et de la psychologie clinique en France. L'ensemble de ces travaux s'appuie sur une connaissance des champs variés de la psychologie approfondie par l'auteur depuis une 50aine d'années, 10 ans comme professeur de philosophie dans l'enseignement secondaire, puis 35 ans comme enseignant-chercheur en psychologie aux universités de Nancy, Paris 5 et Paris 13. Lors de la parution de mon premier ouvrage en 2004 sur la crise de la psychologie à l'université en France, je décrivais dans les termes suivants le cadre de mon propos. La psychologie est très probablement l'une des disciplines les plus affectées par la crise multiforme de l'ensemble des institutions universitaires. Un état d'impuissance croissante au double plan pédagogique et scientifique la rend aujourd'hui réellement incapable de répondre, en matière de formation, à la demande sociale croissante de professionnels de qualité dans les domaines cruciaux de la souffrance psychique et de la santé mentale. Il semblerait que le remède d'un tel désastre ne puisse consister au moins que dans la séparation frontalière de 2 camps de belligérants, représentant l'un et l'autre 2 conceptions antagonistes et même incompatibles de la psychologie. La psychologie clinique, qui ne représente que 350 enseignants-chercheurs dans institutions universitaires, 28%, concerne en réalité plus ou moins directement un ensemble social de quelques 100 000 personnels spécialisés. 50 000 étudiants, 30 000 psychologues cliniciens, 5 000 psychanalystes, et enfin 12 000 psychiatres. Parvenu au terme de mon entreprise, 4 années plus tard en 2008, je décris mon trajet de la manière suivante dans la toute dernière page de mon ultime ouvrage sur la guerre de la psychanalyse. Page 942 et dernière page. Ici va s'achever ma critique générale de la psychologie contemporaine, en 8 volumes, dont 6 sont déjà parus, d'une moyenne de 500 pages, et dont prend fin ici le 8e, qui paraît en même temps que le 7e chez mon éditeur habituel. Je pense pouvoir dire qu'une telle entreprise n'a guère eu de précédent, au moins dans cette discipline. Certes, je ne suis pas sans savoir que les études d'épistémologie génétique de Jean Piaget comportent plus de 30 volumes, et le séminaire de Lacan une bonne vingtaine. En fait, sans supporter la comparaison avec de tels géants, le centrage historico-critique de ma propre démarche est très différent des axes d'intervention respectifs de ces 2 monuments de la pensée du XXe siècle. Citons aussi les problématiques IA7 de Jean Laplanche et les quelques 20 livres de P. Lassoun. Au début d'une telle entreprise, mon intention était d'écrire environ 200 pages sur la structure institutionnelle de la discipline, dont le caractère pathologique et pervers est très évident. Par la suite, j'ai compris que la somme des contenus frappés par l'amnésie et même par le refoulement collectif depuis un bon demi-siècle était telle dans la discipline, qu'il convenait de prendre les champs de problèmes les uns après les autres, au fur et à mesure que je progressais, un peu à mon insu, sur le réseau des chemins qui parcourent ce massif himalayen qu'est l'ensemble des disciplines psychologiques. J'ai toujours essayé d'écrire sobrement, en évitant de me répéter jamais. J'ai une claire conscience de l'originalité, ainsi que de la solidité de mes travaux. Et le fait qu'ils soient lus avec une certaine résistance, hors l'espace public des bibliothèques bien informées, représente pour moi un indice de plus, comme s'il en fallait encore, de la maladie profonde, sorte de cancer généralisé, où se trouve plongée la psychologie universitaire en France. Je pourrais continuer à critiquer les ouvrages significatifs, qui paraissent encore à l'occasion. Mais j'ai dit tout l'essentiel de ce que j'avais à dire, suis très heureux d'y être parvenu avant de m'en aller pour le dernier voyage, et pense avoir gagné un repos terrestre pour le moment bien mérité. Adieu lecteur et bonne route. Les résultats inédits et intéressants qu'il me semble avoir atteints peuvent être mis en évidence par la présentation résumée de mes 8 volumes, selon l'ordre historique de leur parution successive, soit
La crise de la psychologie à l'université en France, 1. Origine et déterminisme, 2. État des lieux depuis 1990, L'Harmattan 2004. La psychanalyse et la psychologie aujourd'hui en France. Pour un livre blanc de la psychanalyse, Vuibert 2006, Wallon et Piaget. Pour une critique de la psychologie contemporaine, L'Harmattan 2006, La guerre des psys continue. La psychanalyse française en lutte, Ibidem 2007, critique de la raison en psychologie. La psychologie scientifique est-elle une science? Ibidem. La guerre de la psychanalyse. 1. Hier, aujourd'hui, demain 2. Le Front européen, Ibidem 2008. Pour rendre ces résultats mieux accessibles, j'adopterai l'artifice de les ordonner selon une série de propositions, en hommage à ce qu'a fait dans son Éthique Spinoza, qui fut jadis d'abord avec Descartes, puis Kant, avant Platon, Aristote et à la suite Hume, puis Nietzsche et Hegel, enfin Husserl, Heidegger et Sartre, mais Freud déjà, de la cohorte de mes premiers maîtres au cours de mes jeunes années d'étudiant. Un peu plus tard ce furent également Leibniz, les stoïciens Épictète, Sénèque, Marc Aurèle, sans compter Marx, Engels, Lénine, Mao Zedong III. Si je me suis toujours efforcé d'éviter de me référer explicitement à cette grille philosophique sous-jacente, sinon en lisant de la psychologie, au moins en l'enseignant pendant 35 années de carrière universitaire, je pense aujourd'hui que sans sa présence latente des longues dates, jamais je ne me serais senti motivé à entreprendre et à mener à bien tout à la fin de mon trajet, ce projet d'une critique générale de la psychologie contemporaine. 1. La crise de la psychologie à l'université en France. 1. Origine et déterminisme, Paris L'Harmattan, 2004,530 pages. À propos de cette crise de la psychologie à l'université, 2 ouvrages répondent au même titre mais avec des sous-titres et selon des angles différents. Complémentaires mais indépendants, ils peuvent être lus séparément. Dans ce premier volume, on s'interroge sur le réseau des toutes premières raisons historiques d'une telle crise dès 1945 puis 1968, tandis que dans un second, on étudiera ces mécanismes agissant dans la période plus récente depuis 1990. Pour chacun de ces volumes, en dehors d'une lecture globale du livre, on peut centrer l'intérêt sur des perspectives variées, si l'on peut dire à la carte, en utilisant les 2 index des matières et des noms. Proposition 1. Il apparaîtrait aujourd'hui que la mésentente évidente et profonde entre psychologie scientifique et psychologie clinique est due dans le cadre universitaire français à des circonstances historiques particulières et encore relativement peu connues. Des documents inédits en possession de l'auteur permettent de mieux comprendre actuellement pourquoi le psychanalyste Lagache a créé un système institutionnel où la psychanalyse s'entend si mal dans le cadre universitaire avec la psychologie objective. Élu non sans difficulté à la Sorbonne, il avait dû lancer un projet de licence en fait déjà préparé par son prédécesseur Guillaume, ch 1, 2, 3, 4. On le sait mieux à présent, c'est la psychanalyse qui s'est enchaînée elle-même voici quelques 60 années dans l'espace étroit de son actuel assujettissement universitaire. Proposition 2. Le niveau scientifique et culturel de nombre d'ouvrages de formation est d'une faiblesse vraiment inquiétante. Aujourd'hui, hors de l'université, la psychologie clinique et la psychanalyse préservent une certaine vitalité en recourant à l'auto-formation continue. Mais dans l'espace universitaire, les difficultés ne manquent pas pour la psychologie au niveau tant de l'enseignement que de la recherche. Ainsi, dans des livres produits depuis quelque temps en vue de la formation des étudiants, on relève avec incrédulité nombre de propos presque dignes parfois des trop fameuses perles du baccalauréat, ch 16. On n'en citera par charité ni les titres ni les auteurs. Proposition 3. L'imitation des sciences dures par la psychologie objective a pour corollaire naturel le rejet ruineux pour elle de toute perspective historique, dont la fécondité des premières peut à la rigueur se passer sans dommage important. De fait, la psychologie objective reste confrontée à l'incapacité d'atteindre un objet toujours convoité peu ou prou sur l'inaccessible modèle des sciences dures, et aussi à l'obstination malheureuse de rejeter toute référence ayant dépassé à peu près les 10 ans, ch 8, 9, 10. La stérilité scientifique se joint alors inévitablement à l'inculture historique. Proposition 4. On recense dès lors des formes bizarres de répétition d'un passé mort qui mériterait mieux le terme de copillage que celui de plagiat, ch 12. Proposition 5.
On peut voir aussi des laboratoires importants où l'on travaille encore avec des préjugés méthodologiques vieillis et critiqués depuis des décennies, ch. 14. Vu ce bilan malheureusement sévère, la jeune génération est dans la position inconfortable de devoir aller de l'avant, en inventant son propre avenir. Il faudrait s'y faire. Des erreurs irréversibles ont été commises qui ne permettront plus de repriser le tissu détérioré et dès l'origine mal taillé des institutions antérieures. On ne répare pas un panier de fruits gâtés. Ce n'est plus une question de budget. Proposition 6, cependant, des causes d'ordre plus général pèsent aussi sur l'ensemble de l'espace universitaire. Le choc financier provoqué à long terme par le décret Savary de 1984 a introduit le phénomène très réel de la secondarisation de l'université, ch. 5, 6, 7. Proposition 7. S'y ajoute depuis quelques années une idéologie officielle, d'accent technologique et de tonalité bureaucratique, étouffante aussi bien pour les sciences de la nature que pour les sciences humaines, et qui vide progressivement l'espace institutionnel de toute espèce de signification, sans autre issue que toute espèce imaginable de divertissement ch. 17. Des textes significatifs de cet état d'esprit se trouvent déjà indéniablement dès l'année 2000, c'est-à-dire sous le pouvoir Jospin-Allègre. 2. La crise de la psychologie à l'université en France. 2. État des lieux depuis 1990. Pour une critique de l'université, Paris L'Harmattan, 2004, 514 pages, avec 17 tableaux de données numériques, index des matières et des noms. Ce second tome du même ouvrage, comme déjà mentionné, étudie les mécanismes actuels, mis en jeu dès la décennie 1990, de la crise de psychologie, dans le cadre particulier de l'université française. Proposition 8. Il existe aujourd'hui un contraste entre la vitalité expansive de la psychologie, même si la qualité en est parfois discutée, revue populaire, thérapie, coaching, en dehors de l'université et sa situation critique à l'intérieur de l'université. Ce problème doit d'abord être traité par des moyens spécifiques, à partir d'une réforme de l'espace institutionnel de la psychologie universitaire, et ce n'est pas l'organisation des professions de psychologues, pourtant nécessaire, dans l'espace extérieur à l'université qui pourra y aider. Les praticiens et les étudiants sont les premiers à avoir intérêt à prendre conscience de cette grosse difficulté. Cette question d'une réforme nécessaire de l'espace universitaire reste très mal entendue, et même déniée de façon obstinée. Proposition 9. La baisse de la productivité scientifique des universitaires psychologues, mesurable par des indices quantitatifs précis dans tous les domaines principaux, articles, livres, direction de doctorat, est régulière depuis 30 ans. L'imposition d'un carcan autoritaire dans le profilage des carrières depuis une quinzaine d'années, Savary 1984, CNU 1992, a encore joué un rôle accélérateur tout aussi mesurable dans cette détérioration de pente continue. Proposition 10. La dynamique néfaste de cette crise spécifique à l'espace universitaire s'exprime par une lutte acharnée, épuisante et surtout stérile et sans résultat de qualité viable, entre la psychologie cognitive et la psychologie clinique. Cependant, celle-ci qui représente 28% des psychologues à l'université, produit 60% des publications et organise 60% de colloques, avec un avancement moyen d'un tiers moins rapide, se présente dans un état de sujétion doctrinale et politique de plus en marqué. Proposition 11. La formation universitaire des psychologues fonctionne aujourd'hui dans une institution de structure dissymétrique, en images inversées et contradictoires, entre les deux espaces universitaires et professionnels, structure vicieuse construite au détriment durable de la psychologie clinique et largement inadaptée aux besoins réels de la demande sociale. Proposition 12. Par ailleurs, la crise de la psychologie à l'université, peut servir de modèle d'essai utile pour aborder l'analyse de la crise de l'ensemble de l'université, un problème délicat et beaucoup moins étudié jusqu'ici que la crise dans les autres secteurs primaires et secondaires de l'éducation nationale. Il s'agit probablement d'une crise répandue d'une manière inégale, selon un modèle en peau de léopard. Un état de choses qui requiert une étude par secteur et repousse toute tentative de solution administrative standard et préformée, dont toutes les versions ont échoué depuis des années. Proposition 13. Un des aspects de la solution consisterait d'abord dans la réforme du modèle de carrière très démotivante imposé depuis 1984,
et qui a fait subir une perte d'au moins 20% de pouvoir d'achat à 75% des professeurs d'université, salaires équivalents à ceux de l'Espagne et du Portugal, de l'Italie et de Grèce, du Brésil, 2 à 3 fois inférieurs environ selon les cas à ceux de l'Allemagne, de la Suisse, de la Belgique et de Angleterre, 9 fois inférieurs à ceux des USA. Autrement rien n'y fera, malgré le leurre d'une soi-disant uniformisation européenne. À cet égard, la politique annoncée de réduction du personnel secondaire et à terme universitaire ne représenterait rien autre chose qu'une sorte de passage à l'acte supplémentaire de caractère encore plus fatal et même létal. 3. La psychanalyse et la psychologie aujourd'hui en France. 1. La psychanalyse. 2. La psychologie. Paris, Vuibert 2006, 495 pages. Proposition 14. La psychanalyse, première partie, est la seule psychologie qui est réellement comptée en France depuis 1950. De source et d'esprit européen, c'est en notre pays, sans négliger non plus l'Angleterre, qu'elle a connu pendant un demi-siècle ses développements les plus importants. Illustrée, outre Lacan et Anzieux, par une trentaine de créateurs de premier plan, elle s'y est développée largement en dehors de l'espace universitaire, alors que son implantation a toujours été mineure dans les études de psychologie à l'université. Ces propos sont peu habituels. On parle de cette période particulièrement féconde de la psychanalyse française entre 1950 et 1980, formant alors l'école qui aura alors été la plus riche du monde, en dehors de la matrice viennoise initiale, dans cette branche du savoir, et qui l'égale aux périodes les plus représentatives et les plus glorieuses de notre génie culturel national, dans le tome 2 de nos interventions sur la crise de la psychologie et de la psychanalyse. Proposition 15. En revanche, la psychologie objective, deuxième partie, et ses diverses sous-disciplines. Cognitive, sociale, developmental, différentielle, dès longtemps et de plus en plus sous l'obédience de la culture nord-américaine, domine depuis 60 ans le champ de la psychologie universitaire, bien que de signification plutôt latérale dans les pratiques professionnelles, de couleur surtout clinique. Sans en être tout à fait absente encore dans les années 50 à 80, les impulsions de langue française l'ont à peu près complètement désertée depuis. Proposition 16. Aujourd'hui, même si la psychologie clinique a beaucoup de vitalité professionnelle, on peut dire aussi que le souffle théorique novateur de la psychanalyse française a tendance à s'éteindre depuis une trentaine d'années. D'un autre côté, malgré la demande grandissante et décidée qu'en font les instances médiatiques et politiques, le paradigme des neurosciences, où cherche désormais abri la psychologie objective, présente souvent à l'insu même de ses défenseurs bien des résurgences d'une philosophie démodée du XIXe siècle. Proposition 17. À l'orée de la construction européenne, l'avenir des sciences psychologiques en France demeure incertain, assurément problématique. En tout cas, les réduire à la médecine ne serait qu'une trop ancienne et stérile tentation. Reste à attendre le printemps, dont le gage demeurerait l'intérêt constant aussi bien des médias que d'un vaste public. Dans une telle situation, qui laisse encore ouverte la perspective de voir renaître une psychologie de tradition européenne, notre ouvrage, plutôt que de tourner les choses au noir, préférerait se présenter comme le livre blanc de la psychanalyse. Tout devrait dépendre de la dynamique réelle de sa politique de survie. Proposition 18. Le livre actuel n'a pas jusqu'ici de précédent à plus d'un titre. En effet, il représente une perspective encyclopédique à plusieurs niveaux. Tout d'abord, il n'est pas coutume de traiter dans le même ouvrage ce qui concerne respectivement la psychanalyse et la psychologie. Ce parti pris scissionniste présente l'inconvénient de compromettre toutes les possibilités de dialogue objectif entre ces deux camps. Or, celui-ci reste nécessaire même s'il n'est pas toujours agréable. En deuxième lieu, il n'existait pas non plus d'ouvrage traitant de l'ensemble des courants de la psychanalyse française, qui a été et demeure d'une certaine manière un très riche secteur de la culture internationale, et dont la diversité liée à l'œuvre d'une trentaine, redisons-le, de créateurs de qualité notoire et mal connus, même en France. Enfin, le camp de la psychologie objective est lui-même divisé en plusieurs sous-disciplines, en diverses écoles et tendances aussi, qui n'ont plus guère l'habitude, si elles l'ont jamais eu, de s'exposer et d'être confrontées dans le cadre du même ouvrage. Proposition 19. Par ailleurs, l'ouvrage en question représente pour l'auteur une étape dans la tentative plus vaste d'une critique générale des disciplines psychologiques, en particulier de la psychologie objective. Dans cette perspective,
s'il est facile de critiquer la psychanalyse, il l'est moins de critiquer la psychologie scientifique, dont un examen attentif montre que la scientificité est pour le moins à questionner de la façon la plus sérieuse. Proposition 20. Ce n'est qu'en apparence, par l'heure, que l'affaire du livre noir de la psychanalyse, en septembre 1995, a concerné la question relativement limitée des psychothérapies, de type soit psychanalytique soit cognitivo-comportemental. En réalité, cette affaire touche aussi à la confrontation entre la psychanalyse et l'ensemble des sciences cognitives neurosciences, dont la psychologie et la nouvelle psychopathologie cognitive liée elle-même à la récente psychiatrie biologique, et plus largement entre deux conceptions différentes de la culture occidentale, l'une de type anglo-américain, l'autre de souche européenne. C'est ce que les péripéties laborieuses de la construction européenne risqueraient de montrer progressivement de mieux en mieux. Or, il est clair aussi de ce dernier point de vue, que le dialogue encore très actuel entre Wallon et Piaget, dont il va être question dans le prochain ouvrage, est impliqué dans ce débat. 4. Wallon et Piaget. Pour une critique de la psychologie contemporaine, Paris L'Harmattan, 2006, 497 pages. Proposition 21. Wallon et Piaget sont les deux plus grands psychologues de la culture francophone et aussi européenne. Leur dialogue fécond qui a duré une cinquantaine d'années a posé toutes les grandes questions fondamentales de la psychologie moderne dont la négligence depuis une trentaine d'années est source pour la psychologie cognitive moderne de difficultés de plus en plus insolubles. Ces points concernent la définition des facteurs du développement de la personnalité, l'étude des interactions dans celui-ci de la maturation biologique et de l'environnement social, du langage et de la pensée, de l'affectivité et de la cognition. On peut dire que toute la problématique de la psychologie moderne se trouve concentrée dans ces quelques lignes. Proposition 22. Le point probablement le plus intéressant de ce dialogue, et jamais mis en évidence jusqu'ici, consiste dans l'étroite complémentarité au plan des applications pédagogiques. Wallon analyserait plutôt la composante littéraire, et Piaget davantage le composante scientifique, d'où se forme le courant unique de la pensée de l'enfant puis de l'adulte. 5. La guerre des psys continue. La psychanalyse française en lutte, Paris L'Harmattan 2007, 512 pages. Proposition 23. La guerre des psys qui a été relancée plutôt que déclenchée par la parution en 2005 du livre noir de la psychanalyse a déjà connu et connaîtra encore d'autres rebondissements. Proposition 24. Un retour à certains textes fondamentaux longtemps négligés de Freud devrait d'abord permettre à la psychanalyse française de mieux ajuster sa réplique à la publicité de la nouvelle biopsychiatrie DSM-TCC psychotrope, en situant plus clairement son attitude à l'égard de partenaires tels que la psychologie, la médecine et la philosophie, ch 1 à 5. Proposition 25. On présente ensuite une analyse critique des principaux ouvrages et autres contributions qui ont proposé une réponse au livre noir. Erudinesco, Pourquoi tant de haine? Navarin 2005, Philosophe dans la tourmente, Fa 2005, J.A. Miller École, L'antilivre noir de la psychanalyse Seuil 2005, Thénatan École. La guerre des psys, les empêcheurs de penser en rond 2005, F. Chaumont École. Psychanalyse, vers une mise en ordre? Paris, La dispute 2006 Y. Bresse, Freud en liberté, Paris Ellipse 2006 ch 6, 7, 8. Proposition 26. Cette analyse devrait permettre de mieux comprendre en quoi et pourquoi le nouveau biopouvoir généticien et comportementaliste de source états-unienne qui se propose aujourd'hui a pour allié naturel le fondamentalisme cognitiviste. De ce point de vue, l'ouvrage envisage de poursuivre de manière conséquente la tâche essentielle, même si ce n'est pas la seule, d'une critique généralisée de la psychologie objective contemporaine, amorcée par nos précédents ouvrages et qui se poursuivra dans les suivants. Proposition 27. Une partie de la psychiatrie française de tradition psychanalytique présente encore un front de résistance vestigiale, qu'il y a lieu de prendre en considération dans le conflit actuel avec le nouveau paradigme biologisant ch 9. Proposition 28. On évoque également certaines figures célèbres, anciennes et récentes, de la culture européenne. Descartes, Wallon, Althusser, Deleuze, Derrida, Canguilhem, ch 10. Car ce sont bien nos racines culturelles européennes qui sont aujourd'hui menacées par le nouveau biopouvoir cognitiviste de source états-unienne, ch 11. 6. Critique de la raison en psychologie.
La psychologie scientifique est-elle une science? Paris L'Harmattan 2007, 511 pages. Proposition 29. L'ouvrage se situe dans la ligne d'une critique de la raison scientifique de type kantien, mais appliquée au champ d'étude considérable de la psychologie moderne. Kant a produit ses 3 critiques de la raison 1, 2, 3 dans le cadre des sciences de la nature, surtout de la physique classique de Newton 1, de la biologie naissante 3, de la psychologie encore en projet 1, de l'art de vivre aussi 2, 3 et enfin de l'art 3 tout court. Son entreprise ne pouvait pas alors s'appliquer aux sciences humaines, et parmi elles à la psychologie scientifique encore à naître. Notre livre poursuit alors de manière conséquente et donc encore approfondie l'entreprise d'une critique généralisée des disciplines psychologiques commencée dans nos précédents ouvrages. Proposition 30. Il s'agit pour nous essentiellement de démonter la tour Eiffel du cognitivisme qui, tout en se présentant comme une science, est à bien des égards une nouvelle et excessive philosophie. Piaget avait déjà écrit une épistémologie des sciences humaines, mais dont le contenu, antérieur à l'apparition du cognitivisme, remonte aujourd'hui à une 60aine d'années. Proposition 31. Une critique de type kantien dénonce 3 modes de dysfonctionnement dans la psychologie contemporaine. Chosification, discours antinomique, transposition du possible en réel, dont un cas particulier est la prophétie autoréalisatrice, la fameuse self-fulfilling prophecy. Proposition 32. Kant distingue ces 3 types d'argumentation sophistique dans sa critique de la raison pure, 1781, dont le premier seul concernerait la science de l'esprit, psychologie, le second la science de la nature, cosmologie, et le troisième la doctrine de l'être suprême ou idéal transcendantal, théologie. Or il nous a paru intéressant d'en démontrer l'application concernant de nombreux exemples, dans le cadre de la psychologie scientifique moderne. Proposition 33. Le premier mécanisme, bien repéré aussi par Bergson, substantifie les processus en entités abstraites dont la référence au réel échappe, par exemple avec les facteurs de personnalité de Cattell, etc. Ce mécanisme, qui touche à l'excès fréquent du processus de catégorisation, critique de type K1, procède par identification introjective du réel en pur possible, en chose mentale vide. Proposition 34. Le second mécanisme, critique de type K2, engendre des modélisations divergentes jusqu'à la contradiction et dont la synthèse n'est a priori jamais garantie, modèle cognitiviste de la mémoire et de la compréhension du langage. Proposition 35. Le troisième mécanisme, critique de type K3, présuppose le résultat dans l'hypothèse et projette les prémices dans la conclusion, ainsi dans les multiples cas d'énoncés des attentes de l'expérimentateur. À l'inverse du premier, il procède par identification projective du possible en réel. Proposition 36. Le troisième mécanisme, découvert d'abord par le sociologue Herbert Merton, puis le psychologue social Horn et repris en économie par Keynes, s'avère par ailleurs comporter une illustration majeure dans la grande crise financière mondiale qui s'annonce et s'approfondit sans remède apparent dans la période actuelle. L'anticipation de la baisse des marchés boursiers est entre autres le mécanisme fatal qui en produit la réalisation. 7. La guerre de la psychanalyse, 1. Hier, aujourd'hui, demain, Paris L'Harmattan 2008, 449 pages. La guerre de la psychanalyse, celle qu'on lui fait mais celle aussi qu'elle a à faire, mettrait un terme à notre critique générale de la psychologie contemporaine, parue en 8 volumes depuis 2004. Notre ouvrage actuel se compose de 2 volumes, coordonnés mais qui peuvent être lus de manière indépendante. Proposition 37. Dans celui-ci, avec le sous-titre Hier, aujourd'hui, demain, tome 1, tout d'abord pour aujourd'hui, on s'attache à recenser diverses perspectives en relation réciproque sur un champ de bataille très étendu. La phase finale du désastre de la psychologie clinique, opposée au bulletin de santé paradoxal d'une certaine psychanalyse orthodoxe, CH 1-2. Proposition 38. Puis les perspectives actuelles sur la crise à l'université, CH 3. Proposition 39. Enfin le dialogue récent tissé entre un certain secteur des neurosciences en France, proposant un nouvel inconscient et la psychanalyse, CH 4. Proposition 40. Pour le passé hier, on envisage la question des antécédents de la psychanalyse et de la psychologie à travers toute l'histoire de la culture en Occident, CH 5, 6, 7, celle aussi du thème du miroir dans l'histoire de la philosophie, CH 8.
Des anticipations très suggestives des thèmes principaux de la psychologie moderne existent dès les origines et de manière continue aussi à travers toute l'histoire de la philosophie, méritant d'être repérées et méditées. Proposition 41. Pour ce qui est du futur, demain, on soutient que l'avenir de la psychanalyse en France, si elle en avait encore un, dépendra surtout de sa capacité critique dans les divers champs de la psychologie scientifique, ceux aussi des autres sciences humaines et sociales. Conclusion. 8. La guerre de la psychanalyse, 2. Le Front européen, Paris L'Harmattan, 2008, 544 pages. Proposition 42. Dans ce deuxième volume muni du sous-titre Le Front européen, tome 2, on développe un propos d'apparence paradoxale mais vrai, à la thèse classique juste mais partielle, selon laquelle la pénétration de la psychanalyse s'est heurtée à une forte résistance surtout dans l'université française, s'oppose aussi l'antithèse. La psychanalyse a été accueillie avec intérêt, critiquée de manière positive et intégrée de façon créative, non seulement par les deux grands représentants de la psychologie francophone, Wallon, ch. 9, 10, 11 et Piaget, chapitre 12. Proposition 43. Mais aussi dans le vaste et multiforme territoire d'une psychologie de la personnalité, développée entre 1920 et 1980 environ, ch. 13. Proposition 44. Enfin, les développements nouveaux et originaux donnés aux techniques projectives par l'école française Chentoub, Chabert école, issus principalement de Daniel Lagache et Didier Anzieux, représentent également l'une des applications les plus conséquentes et les plus riches de la pensée psychanalytique depuis les années 1980 ch. 14 et 15. Proposition 45. Un versant particulier de notre démarche critique, et qui forme un fil continu à travers nos ouvrages depuis le début, concerne nombre d'aspects cruciaux de la sociologie de la discipline, certains travers particuliers de la mentalité professionnelle de la recherche en psychologie, mise à contribution systématique de débutants mal formés dans la mise en œuvre concrète des pratiques expérimentales, répétition monotone et reprise de seconde main, intervention trop précoce dans L', appareil de décision des revues, mais plus profondément aussi le statut inconsistant et sans rigueur de la vérité scientifique dans la psychologie objective, une vision de la psychologie comme idéologie à l'appui de l'ordre établi du monde naturel et social, l'incapacité à prendre en compte l'émergence postmoderne d'une nouvelle critique dans les sciences de la nature et les sciences de l'esprit, sans compter aussi un aspect rarement souligné, à savoir le recours à une certaine forme de discours rhétorique propre à L', argumentation scientiste des psychologues, arguments d'autorité, abus du raisonnement analogique, présentation raccourcie et médiatique, pratique d'un discours moyen, passe-partout à l'endroit d'un public non spécialiste et curieux suffisamment informé, Goudinov, procédé à fin de conviction et à effet de prestidigitation variée. Proposition 46. Si les relations entre la psychologie et la psychanalyse sont loin d'être bonnes, celles entre ces deux corps du savoir et la philosophie le sont peut-être encore moins aujourd'hui, encore que ce soit la rupture entre la psychanalyse et la philosophie qui se soit produite la dernière, déjà dès les années 70. Or, du fait de ce divorce, si la psychologie et même la psychanalyse ont perdu en grande partie leur âme, la philosophie y aurait perdu de son côté une grande partie de son corps. Proposition 47. En fait, personne ne semble clairement se rendre compte de ce qui a été perdu, état de choses qui contribue entre autres à la formidable aliénation des sciences humaines et de la culture européenne dans le paradigme empiriste, sensualiste, atomiste, élémentariste, associationniste, positiviste, pragmatiste, conventionnaliste, artificialiste, mécaniciste, réductionniste, techniciste, actualiste, opportuniste, anti et même irrationaliste, coloré enfin des apostrophes. Un dogmatisme éthico-religieux et politique naïf, de type états-unien. Proposition 48. Les trois objets de la philosophie ont été dès l'origine de la culture grecque le moi, le monde et Dieu, soit justement la psychologie, Hegel, Geisteswissenschaft, la cosmologie, idée, Naturwissenschaften, et la théologie, Kant, 1781. Mais s'il est vrai que Dieu, ou plutôt l'idée de Dieu, ne soit à plus d'un égard qu'une hypostase, ou même plutôt une extase du moi, Feuerbach, ce que Kant appelle l'idéal transcendantal devrait bien être envisagé comme la prémonition de ce que la psychanalyse appellera pour son compte moi idéal, idéal du moi, soit encore sur moi. La psychologie et la psychanalyse concerneraient donc inconsciemment, bewusstlos,
la majeure partie du champ originel de la philosophie, 2 sur 3 de ses domaines d'objets, et c'est pourquoi la psychanalyse aurait bien fait de s'intéresser, mais il n'est jamais trop tard, entre autres à l'immense chapitre très important de la pensée religieuse couvrant l'énorme période fort close du XI siècle au XVIe siècle environ. Car il y a de l'or dans ce fumier. Inest aurum inisto stercor, comme disait déjà Leibniz à propos d'Aristote. Proposition 49. Un certain nombre de comptes rendus sur nos travaux en ont souligné la dimension paradoxale et intéressante que la dimension archéologique tournée vers l'histoire la plus ancienne de la discipline n'en excluait pas non plus l'aspect inverse de reprendre l'actualité à chaud. Par exemple à propos de la double question de la crise de l'université comme de la crise de la psychologie à l'intérieur de cette crise d'ensemble. Enfin, dans notre présent ouvrage, nous intervenons dans la question de l'évaluation scientifique, en dénonçant le caractère idéologique et les biais divers liés aux fameux facteurs d'impact. 9-10. Intervention sur la crise de la psychologie et de la psychanalyse. Tome 1. Proposition de base, question d'actualité, repères historiques, pour un partage équitable des deux psychologies, 292 p. Tome 2, Psychanalyse et neurosciences, la psychanalyse et la science, la question critique de l'évaluation des enseignants-chercheurs 309 p. Paris L'Harmattan 2010. Proposition 50. La non-vérité ou plutôt la mi-vérité de la psychanalyse peut se décliner dans la liste des thèses-antithèses suivantes. Incompatibilité traditionnelle de la psychanalyse avec la philosophie comme avec la psychologie comme avec la médecine et aujourd'hui avec la neuroscience. Proposition 51. Une telle incompatibilité sous ses diverses formes ne peut être prise en compte que sur la base d'une logique de l'opposition, de type contradictoriel, antinomique, oppositive ou encore dialectique, à opposer à la simple logique aristotélicienne du tout vrai tout faux. L'histoire de cette logique oppositionnelle, formant une véritable tradition de la pensée complexe, offre une ligne continue à travers tout le développement de la mentalité européenne mais pas seulement. Entre autres Platon, Chrysippe, Proclus, Eckhart, Nicolas de Cuse, Boehme, Ignace de Loyola, Pascal, Descartes, Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau, Kant, Hegel, Marx, Engels, Lénine, Mao Zedong. Proposition 52. L'incompatibilité de la psychanalyse et de la neuroscience ne fait pas difficulté si l'on considère la réalité humaine sur ces deux versants. Selon un double lien de conjonction et de disjonction entre sa composante matérielle, physique, corporelle, somatique et son autre composante spirituelle, morale, mentale, psychique. L'homme est bien sujet, personne, personnalité, mais sur le support d'une machine corporelle organique. Il ne s'agit de rien d'autre que de l'antique question des rapports d'union-séparation de l'âme et du corps. Leibniz dit « Nous sommes mécaniques dans les 3/4 de nos actions ». Proposition 53. Le concept postmoderne de la science se réduit pour l'utilitarisme anglo-saxon régnant, à une base de technoscience efficace surmontée d'une superstructure idéologique qui est ce qui s'appelle communément la science. Or, cette couche idéologique de la science se réduit à la doxa, l'opinion platonicienne, étant entendu qu'il existe de l'opinion droite, c'est-à-dire de la doxa plus ou moins fondée, plus ou moins probable, admissible comme une vérité provisoire et relative. Proposition 54. De façon antinomique, il ne y a de science véritablement assurée, ni de l'objet délimité et pas plus de l'objet total. Toute science d'un champ délimité d'objets se formule en représentation d'objets, et de la sorte réfère à la science du sujet, conscient-inconscient, qui n'est rien d'autre que la psychanalyse, à savoir la science fondamentale. Ni plus ni moins. Proposition 55. Dès lors une hypothèse de travail plausible s'offre sans absurdité à l'examen. Le sujet pulsionnel inconscient de la psychanalyse supporte et enferme le sujet épistémique conscient-inconscient de la psychologie cognitive de Piaget. Le sujet est relié par le système de ses représentations d'objets à l'ensemble de son univers, intérieur comme extérieur. Tel est déjà le sens réel du cogito cartésien, du je pense kantien, dont la texture est inconsciente, ou plutôt l'inconscient. Proposition 56. La réduction du point de vue de l'objet à celui du sujet représente la vérité de l'idéalisme. Mais la vérité complémentaire du matérialisme tient au fait que le sujet affectif cognitif tient son existence d'une base matérielle biologico-sociale. Mais encore est-ce le sujet qui s'avère capable de se retourner vers l'horizon matériel des objets, comme vers le monde de ses propres représentations,
afin d'énoncer une telle position. Le sujet conscient-inconscient est seul capable de formuler cette vérité dialectique conjointe du matérialisme comme de l'idéalisme. Proposition 56. Face à cette science fondamentale du sujet inconscient que serait la psychanalyse, la psychologie à visée scientifique, qu'il y a lieu de distinguer de la neuroscience, n'a rien été de mieux jusqu'ici qu'une idéologie de l'homme-machine, en particulier la psychologie objective universitaire de type français depuis les années 50. Proposition 57. La liste des difficultés rencontrées par la psychologie à visée scientifique serait extrêmement longue. On a déjà évoqué plus haut parmi celles-ci la catégorisation abusive, KL, tout comme la prophétie autoréalisatrice, K3. Par ailleurs, le fait que des propositions contradictoires peuvent trouver une validation expérimentale y est de rencontre courante, K2, invalidant le fameux principe de Popper. Un même mot peut signifier des choses différentes. Une même réalité peut être désignée par des mots différents. Bacon avait déjà reconnu les diverses sortes d'idoles, idola, susceptibles de gêner la recherche scientifique. Jallet 2008.1 Prop 40. Proposition 58. Dans le désastre universitaire actuel, où s'inscrit le triste bilan de la psychologie universitaire française, le renouveau d'une psychologie cognitive expérimentale au Collège de France, en même temps qu'à l'École normale supérieure, est un signe certes encourageant, mais qui semble peiner jusqu'ici à indiquer un dialogue et un mode de coordination éventuel, quel qu'il soit, avec la psychanalyse. Il semblerait du reste y avoir des désaccords plus ou moins formulés sur ce point entre neuroscientifiques français. Proposition 59. La gnoséologie des disciplines psychologiques implique une prise de parti qui prenne en compte aussi bien les questions d'actualité que les questions historiques, dans une perspective où le présent et le passé renforcent leur éclairage réciproque. Faute de quoi la psychologie comme la psychanalyse ne peuvent, l'une comme l'autre, que tâtonner et trébucher dans l'ombre, ou alors à la queue leu-leu comme les aveugles de Bruegel. Proposition 60. La crise française comporte une surdétermination d'ordre politique, moral, culturel, scientifique, dont la psychanalyse sociale aurait à trouver la clé explicative du côté du facteur de servitude, involontaire de la BOC, laquelle aurait pour autre nom l'aliénation aussi bien individuelle que collective, Entfremdung, inconsciente décrite par Hegel et Marx. À cet égard, la conscience actuelle du présent de la vie nationale française est obérée par le poids d'un passé de crimes collectifs qui ne passe pas. Proposition 61. Dans cette crise nationale globale, la maladie mortelle de l'université représente le facteur qui ne peut que conduire à sa perte inexorable le système actuel de l'organisation sociale. Ceci en conjonction avec le facteur d'un autre ordre qu'est l'iniquité fiscale, certes grave mais réformable en principe sous condition d'une volonté politique manquante. Alors que les effets cumulatifs de la déchéance culturelle liée à la crise universitaire ne sont pas réversibles et forment comme l'équivalent de ce que nous avons appelé une sorte de cancer généralisé de l'institution. On répare une bicyclette, mais pas un panier de pommes pourries. Proposition 62. La police de l'administration scientifique mise en place par les nouvelles instances du genre ARS représente un attentat inqualifiable contre la tradition culturelle européenne. Elle met en jeu de façon mécanique et non critique l'impertinence d'une critériologie des formes culturelles. Celle-ci se double de la reconnaissance passive d'une soi-disant excellence américaine en surplomb de la misère européenne. L'impact factor est un indice quantitatif grossier appartenant à l'univers trivial de l'utilitarisme anglo-saxon. L'étroitesse de l'empirisme traditionnel s'y conjugue avec la brutalité du néolibéralisme contemporain. Proposition 63. Le niveau d'improductivité, de servilité anglomaniaque et d'absence d'originalité, touchant leurs travaux scientifiques, des membres de la commission de l'ARS fonctionnant pour les disciplines psychologiques est consternant et facilement mesurable d'après les données de leur CV figurant sur le web. Chacun d'eux produirait, au cours de 25 ans de carrière, environ 1,5 pages par mois, dans 85% des cas en anglais de cuisine, et dans 85% des cas aussi en s'y mettant par collectif de 2 à 3 à 5 à 6 personnes. Plus un livre personnel au cours de leur carrière. Encore ces données sont-elles supérieures d'environ 30% à la moyenne de la plèbe des collègues. L'excellence de cette nomenclatura se marque aussi et enfin par la production de quelques ouvrages collectifs,
en moyenne 4, les 2/3 de la production actuelle, sous forme de recueils de contributions plus ou moins disparates générées, souvent même déjà en équipe, à l'occasion de colloques et autres congrès. La diffusion des résultats d'une telle enquête n'a produit à ce jour aucun effet public, ni de leur part ni de celle de leurs victimes. Proposition 64. La guerre de destruction menée contre la psychanalyse est un phénomène particulièrement spectaculaire en France, à travers des épisodes multiples surtout depuis 2004. Rapport INSERM sur les psychothérapies, livre noir de la psychanalyse de 2005, nouvelle liste des revues qualifiantes de l'ARS de 2009, livre d'Onfray sur le crépuscule des apostrophes. Une idole de 2010, décret scélérat du 20 mai 2010 sur la psychothérapie, livre de Roudinesco, mais pourquoi tant de haine, et de Jallet, Anti-Onfray 1, Anti-Onfray 2, Anti-Onfray 3. À cet égard, il est clair que l'offensive destructive d'Onfray contre la psychanalyse œuvre dans le même sens que le décret du 20 mai, avec pour effet pervers ajouter l'extermination des autres disciplines psychologiques, comme de l'ensemble des sciences humaines, et au-delà, des humanités, ce qui n'est encore perçu que par peu d'observateurs. Qui plus est, la réduction de la réalité humaine à la seule perspective d'investigation des sciences de la nature s'accompagne de soi de la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.